En Algérie, le dialogue a du plomb dans l'aile. Après les manifestants qui ont dénoncé le processus de dialogue lancé par les autorités, les politiques à leur tour sont montés au créneau, s'inscrivant dans la même logique. Toujours pas de gouvernement depuis la réélection de Muhammadu Buhari au Nigeria. Le président nigérian a soumis au Parlement pour approbation la semaine dernière des noms qui suscitent déjà la polémique. Au Soudan, les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation ont paraphé dimanche une déclaration constitutionnelle. Les deux partis ont convenu de former le 18 août prochain l'instance dirigeante chargée de mener la transition politique. Nous sommes le 5 août. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Toujours pas de gouvernement depuis la réélection de Muhammadu Buhari. Le président nigérian a soumis en effet au Parlement pour approbation la semaine dernière des noms qui suscitent déjà la polémique. Reportage. Ainsi que le prévoit la constitution du pays, le Sénat a validé la semaine écoulée les 43 noms que lui a soumis le président du Nigeria. Mais les ministres ne sont pas encore entrés en fonction et personne ne connaît les portefeuilles auxquels ils seront assignés. Ce retard inquiète investisseurs et observateurs. Il y a 4 ans déjà, le gouvernement avait été entériné 6 mois après l'investiture de Muhammadu Buhari, surnommé Baba Goslo. Et tout le monde craint qu'un tel scénario ne se répète. Des voix s'élèvent également pour dénoncer le peu de femmes choisies, 7 sur 43, dans un pays qui détient déjà le record de la plus faible représentation des femmes au Parlement pour toute l'Afrique subsaharienne, selon un rapport de International Republic Institute de 2019. Un avis largement partagé sur les réseaux sociaux, les médias et dans tous les cercles universitaires qui dénoncent également la moyenne d'âge de 60 ans dans un pays jeune où l'âge médian est de 18 ans. Les commentateurs politiques regrettent également que 14 des ministres choisis appartenaient déjà au précédent gouvernement, ne laissant ainsi présager aucune réforme de fond ou changement de cap. Le Nigeria, peuplé de 190 millions d'habitants, est en proie à l'insécurité, gangréné par la corruption et à l'économie fragile, malgré une production de 2 millions de barils de pétrole par jour. En République démocratique du Congo, 12 cas suspects de virus Ebola ont été détectés à Goma. Médecins sans frontières a procédé à un transfert de patients de l'hôpital provincial de Goma vers la localité de Nyiragongo. On fait le point avec la coordonnatrice de l'organisation sur place. Oui, c'est aujourd'hui même que nous sommes commencés avec le transfert de patients de l'hôpital provincial jusqu'à la CTE ici dans la zone de santé de Nyiragongo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 10 suspects qui vont arriver, donc qui viennent tous de l'hôpital provincial et qui seront transférés jusqu'à ici. Les cas confirmés restent encore à l'hôpital, c'est ça? Pour l'instant, les cas confirmés restent à l'hôpital. Ouais. Ici, c'est juste que l'hôpital était déjà surchargé. Les nombres de lits n'étaient plus suffisants et c'est pour ça que c'était nécessaire qu'on a fait ce transfert assez rapide. Toujours en République démocratique du Congo, l'enquête sur le massacre de Yumbi suit son cours. Au week-end écoulé, la justice militaire a appréhendé plusieurs personnes cachées dans la forêt. Ces dernières seraient passées aux aveux et ont été acheminées à Kinshasa. Plus de précisions à travers ce reportage. La traque contre les auteurs et complices du massacre de Yumbi en République démocratique du Congo a accouché d'une nouvelle prise. Il s'agit d'un contingent de 25 suspects, tous des hommes. Ils sont arrivés à Kinshasa samedi en début de soirée à bord d'une embarcation qui a accosté discrètement dans les installations de l'Est Onatra. De là, un pick-up de la justice militaire les a embarqués. Appréhendés en forêt dans la province de Mendombe, ils sont soupçonnés d'avoir participé au massacre de Yumbi en décembre 2018. Dans le lot des suspects, un officier des forces de sécurité. Soumis à un interrogatoire musclé, le dit officier aurait fourni des informations qui pourraient compromettre des officiels à un certain niveau de responsabilité. Au lendemain des massacres de Yumbi, des milliers de personnes s'étaient réfugiées au Congo-Brazzaville, d'autres sur les îles au milieu du fleuve Congo, d'autres encore dans la même forêt de Yumbi. Les premières enquêtes de la MONUSCO avaient fait état de plus d'1 millier de morts. Le gouvernement
a confié l'enquête à la justice militaire pour faire la lumière sur les événements qui avaient suivi l'inhumation à Yumbi d'un chef coutumier, Banounou, à côté de la tombe de son père, avec les conséquences de droit. Pour l'ONU, il ne fait l'ombre d'aucun doute, les tueries ont tout d'un drame minutieusement organisé et planifié. Les commanditaires devront alors être recherchés et punis sans état d'âme. Au Soudan, les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation ont paraphé dimanche une déclaration constitutionnelle. Dans la même journée, les deux partis ont convenu de former le 18 août prochain l'instance dirigeante chargée de mener la transition politique. Reportage. Le 4 août 2019, désormais une importante date de l'histoire du Soudan post-Béchir. À cette date, militaires au pouvoir et chefs de la contestation ont convenu d'une seule et même voix de former le 18 août l'instance dirigeante chargée de mener la transition politique. Un soulagement pour tout un peuple qui, dans la même journée, a vu les deux camps parapher une déclaration constitutionnelle sur laquelle ils sont tombés d'accord la veille. La bonne nouvelle portée par Mouzé Abd al-Mali, l'un des meneurs de la contestation, aura rassuré la population. Les membres du Conseil souverain seront désignés le 18 août, le Premier ministre le 20 août et les membres du gouvernement le 28 août, a-t-il rapporté. Il a en outre précisé que l'accord global sur l'instauration d'un pouvoir civil sera signé le 17 août. L'instance dirigeante appelée Conseil souverain est composée de 5 militaires et de 6 civils, sera chargée de mener avec un Parlement la transition pendant un peu plus de 3 ans, selon les termes de la déclaration politique convenue entre les deux partis le 17 juillet. À la déclaration politique convenue le 17 juillet s'ajoute ainsi la déclaration constitutionnelle. Toutes deux forment désormais l'accord global dont l'application marquera en principe le début d'une nouvelle ère dans ce pays. En Algérie, le panel de médiateurs semble chaque jour un peu plus fragilisé. Après les manifestants qui ont battu le macadam pour dénoncer le processus de dialogue lancé par les autorités, les politiques, à leur tour, sont montés au créneau, s'inscrivant toujours dans la même logique. Reportage. La rue vend debout contre la dernière monture du processus du dialogue national proposé par les autorités algériennes a désormais du renfort. Rejette le processus en l'état, en dehors des manifestants habituels, hommes de droit et acteurs politiques, même les plus insoupçonnés. Pour l'avocat et militant des droits de l'homme, Mokran El Labi, avec le dialogue tel annoncé, les revendications du peuple ne pourront pas être satisfaites sans la dissolution des partis politiques proches des autorités. Faisant partie des 23 personnalités invitées à rejoindre le panel de médiation, Mokran El Labi a décliné l'offre, demandant aux autorités de revoir expressément les copies. Autre critique, Abdallah Djabala, leader du parti islamiste El Adala. Il a annoncé que son parti ne participerait pas au dialogue. Il s'étonne que la présidence n'ait pas pris en compte la réunion du 6 juillet dernier qui avait rassemblé près d'une quinzaine de partis d'opposition et des dizaines de membres de la société civile. Très charismatique, Abdallah Djabala était favorable au dialogue avec les autorités. C'est notamment lui qui réunissait régulièrement les partis d'opposition depuis le début de l'année pour proposer une alternative. Il décline cette fois-ci l'offre parce qu'il estime qu'avec ce panel, les autorités veulent contourner les demandes populaires. En Centrafrique, l'accord de paix de Khartoum conclu entre le gouvernement centrafricain et les groupes rebelles demeure fragile. Près de 6 mois après sa signature, il s'agit d'un contrat du groupe d'experts de l'ONU sur la République centrafricaine. Un constat rendu public samedi à travers un rapport. Près de 6 mois après la signature de l'accord de paix de Khartoum conclu entre les autorités centrafricaines et les groupes armés, le bilan est plutôt mitigé. D'après un rapport rendu public par un groupe d'experts de l'ONU sur la République centrafricaine, des éléments membres des groupes armés signataires de l'accord ont commis presque chaque jour des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Selon les experts, entre 10 et 70 violations de l'accord signé le 6 février dernier ont été enregistrées chaque semaine par la mission de l'ONU en République centrafricaine. Depuis la signature de l'accord, les principaux groupes armés, en particulier les groupes de l'Est-Séléka, ont non seulement conservé leur poste de contrôle, mais également renforcé leur mainmise sur certains territoires et acheté des armes. Les experts de l'ONU expriment également leurs réserves
Au sujet des unités spéciales mixtes composées de soldats des forces armées centrafricaines et d'éléments des groupes rebelles dont le déploiement est prévu par l'accord de Khartoum. Toutefois, le rapport stipule qu'aucun des 5 autres accords signés depuis le début de la crise à la fin de l'année 2012 n'avait mobilisé autant d'efforts de la part des protagonistes nationaux et internationaux. Rapatriement à Conakry de la dépouille de l'enseignant guinéen victime d'une agression raciste à Rouen dans le nord-ouest de la France. L'inhumation est prévue pour ce lundi. Le drame s'est produit il y a 2 semaines dans le nord-ouest de la France. Le corps de Mamoudou Bari, 31 ans, a été rapatrié samedi soir à Conakry. Il a été accueilli par des dizaines de parents et proches du défunt, dont plusieurs femmes en pleurs. Les ministres guinéens des Affaires étrangères et de la jeunesse, Mamadi Touré et Mouktar Diallo, et un représentant de l'ambassade de France à Conakry étaient également présents. Le chef de la diplomatie guinéenne a déclaré que le gouvernement suit de très près l'évolution de l'enquête pour élucider le mobile de ce crime odieux. Le gouvernement, par ma voix, exprime sa satisfaction aux autorités françaises suite à l'arrestation de l'auteur présumé. Nous espérons et nous sommes convaincus que justice sera rendue, car les crimes racistes ne peuvent être tolérés. Mamadou Bari était un exemple de mérite, de réussite, d'intégration. Un jeune homme sur qui nous avions beaucoup investi. Un enseignant-chercheur qui était promis à un brillant avenir dans l'université française. À force de travail, de talent, il avait accompli un parcours exemplaire. Une cérémonie s'est tenue dimanche matin à l'université publique Sonfonia de Conakry, où Mamoudou Bari a fait une partie de ses études. Père d'un enfant de 2 ans, Mamoudou Bari est mort des suites de ses blessures après avoir été roué de coups dans la rue le 19 juillet lors d'une agression qualifiée de raciste par ses proches de Canteleu dans la banlieue de Rouen. Il avait soutenu une thèse de droit sur les politiques fiscales et douanières en matière d'investissement étranger en Afrique francophone le 27 juin dernier à Rouen. Des manifestants pro-démocratie avaient recommencé dimanche à défiler dans les rues de Hong Kong. L'objectif est de maintenir la pression sur les autorités. C'était au lendemain des heurts avec la police dans un quartier touristique et commerçant. Reportage. Déjà 8 week-ends consécutifs de manifestations massives, souvent suivis d'affrontements entre de petits groupes radicaux et les forces de l'ordre. La mégapole du sud de la Chine traverse sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997 par Londres. Dimanche après-midi, 2 défilés ont été effectués avant une grève générale prévue ce lundi. Les manifestants ont marché par milliers dans le quartier résidentiel de Tseung Kwan O. Une seconde manifestation sur l'île de Hong Kong, cette fois, s'est achevée dans un parc tout proche du siège du bureau de liaison, organe du gouvernement central chinois. Il y a 2 semaines, cet immeuble proche du front de mer et voisin du siège du gouvernement local avait été la cible de G2 par des manifestants qui avaient tagué sa façade. Pékin, qui avait dénoncé des dégradations absolument intolérables, multiplie depuis lors les mises en garde contre les manifestants. Cette semaine, la garnison de l'armée populaire de libération basée à Hong Kong a aussi lancé un avertissement au travers d'une vidéo musclée mettant en scène sa capacité d'intervention. Les autorités locales ont également durci le ton et une quarantaine de manifestants ont été inculpés pour participation à une émeute infraction passible de 10 ans de prison après des heurts. La police a lancé plusieurs salves de gaz lacrymogène devant un commissariat, repoussant les manifestants dans des rues habituellement fréquentées par badauds et touristes, envahissant ces centres commerciaux. Initialement très pacifiques, les manifestations ont ces derniers temps de plus en plus dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes des SICA. À très bientôt.